Bonjour, aujourd'hui on va explorer une source un peu particulière, la correction d'une épreuve de SVT du bac. Bonjour. Oui, l'idée, c'est d'en tirer deux sujets scientifiques clés. Exactement. D'abord, comment fonctionnent les plantes à fleurs, comment elles absorbent l'eau, comment elles produisent leur matière. C'est assez fascinant. Tout à fait. Et le deuxième sujet, c'est un saut dans le temps climatique, le Dryas récent. Oui, cette période de refroidissement assez brutale. On va essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé et surtout, on se base uniquement sur ce qui est dit dans ce document source. Voilà, c'est la règle du jeu. Alors, commençons par le végétal, si vous voulez bien, cette ingéniosité des plantes. Absolument. Le point de départ, c'est l'eau. Et pour l'eau, tout commence sous terre, avec les racines. Des racines fines, longues, qui cherchent vraiment à maximiser le contact avec le sol. C'est ça. Et il y a les poils absorbants qui augmentent encore cette surface. C'est une adaptation clé. Oui, le document le mentionne. Mais il y a autre chose, une sorte de collaboration, non? Quelque chose d'assez incroyable? Ah oui, les mycorhizes. Alors ça, c'est fondamental. C'est une symbiose, une association entre les racines de la plante et des champignons du sol. Une symbiose, carrément. Oui, et ce n'est pas juste quelques plantes, hein. On estime que ça concerne près de 90% des plantes terrestres. 90%, c'est énorme. Ah oui, les filaments du champignon, très fins, explorent un volume de sol bien plus grand que les racines seules. Ils vont chercher l'eau, mais aussi les minéraux comme l'azote, le phosphore. C'est un coup de pouce énorme pour la plante. D'accord. C'est un véritable réseau d'intraides souterrains, en fait. Bon, une fois que l'eau est captée, comment elle fait pour monter? Le document parle de l'expérience du céleri dans l'eau colorée, ça illustre bien. C'est une bonne image, oui. L'eau brute, donc avec les minéraux dissous, elle monte via des tissus spécialisés, des sortes de vaisseaux, jusqu'aux feuilles. Et c'est dans les feuilles que la magie opère, si on peut dire. La production de matière. Exactement, la photosynthèse. C'est là, dans les cellules qui contiennent la chlorophylle, ce qui donne la couleur verte, que ça se passe. Mhm. L'énergie de la lumière est captée et elle sert à transformer l'eau qui est montée des racines et le dioxyde de carbone qui vient de l'air. En sucre, la matière organique de la plante. Voilà. Et un sous-produit important de cette réaction, c'est l'oxygène qui est libéré quand la molécule d'eau est cassée. Donc l'eau des racines est directement utilisée dans ce processus vital. Donc tout est lié, hein. L'absorption par les racines, éventuellement aidée par les champignons, le transport vers les feuilles et l'utilisation dans la photosynthèse. Une belle mécanique. Tout à fait. Une organisation structurée pour interagir avec le sol et l'atmosphère et produire sa propre énergie. Bien. Alors changeons complètement d'échelle et d'époque. On quitte le monde microscopique des racines pour le climat global, il y a environ 12 000 ans, le Dryas récent. Marqué, surtout dans la région de l'Atlantique Nord. On parle d'environ 12 800 à 11 500 ans avant aujourd'hui. Et on a des preuves de ce froid, des indices concrets. Ah oui, plusieurs, et qui concordent. D'abord, les carottes de glace prélevées au Groenland, comme celle du projet JSP2. On y mesure les isotopes de l'oxygène, le fameux delta O18. Le thermomètre isotopique, c'est ça? Exactement. Pendant le Dryas récent, les valeurs de ce delta O18 sont très basses, autour de -40, -42 pour 1000. Ça traduit des températures moyennes annuelles au Groenland qui étaient extrêmement froides, bien en dessous de -35 degrés. Moins 35 degrés, c'est saisissant. Et ailleurs que dans la glace, en mer par exemple. Alors en mer, on a analysé des sédiments au large de la Norvège. On y trouve des micro-organismes, des foraminifères. Il y en a une espèce, Neogloboquadrina pachyderma, dont la coquille s'enroule préférentiellement vers la gauche quand les eaux de surface sont très froides. Ah oui? Et justement, pendant le Dryas récent, on trouve une abondance de ces formes qui s'enroulent à gauche, encore un signe d'eau froide. Intéressant. Glace, océan. Et sur les continents, on a des traces aussi? Oui. Le document cite l'exemple d'une tourbière dans les Pyrénées. L'analyse des pollens piégés dans les couches de tourbe de cette époque montre une végétation très différente d'aujourd'hui. C'est-à-dire? Dominée par des herbes, les poacées et des pins. C'est une végétation typique de climat froid et plutôt sec, genre steppe ou toundra. Donc même en France, il faisait nettement plus froid. Ce qui est frappant, c'est vraiment la convergence de tous ces indices, hein, la glace, l'océan, la tourbe. Tout pointe vers un sacré coup de froid. Mais alors, la question c'est pourquoi? Quelle est l'hypothèse pour expliquer un changement aussi rapide? L'hypothèse principale présentée dans le document tourne autour de la circulation océanique dans l'Atlantique Nord. D'accord.
L'idée, c'est qu'il y aurait eu un ralentissement majeur de la formation des eaux profondes. Normalement, près du Groenland, les eaux de surface, froides et salées, deviennent très denses et plongent vers les abysses. Ok, cette plongée, c'est un peu le moteur. C'est ça, c'est un moteur essentiel de la circulation globale. Et cette plongée tire vers le nord les eaux plus chaudes de surface venant du sud, comme le Gulf Stream. Ah, je vois. Donc si ce moteur ralentit, si moins d'eau plonge, Le flux d'eau chaude qui remonte vers le nord, le Gulf Stream, s'affaiblit. et du coup, moins de chaleur arrive en Europe, ce qui expliquerait le refroidissement ici. C'est logique. Voilà l'idée. Mais comment on sait que ce ralentissement a bien eu lieu? Et surtout qu'il a eu lieu avant le début du froid. C'est ça la clé, non? Tout à fait. Et là, il y a une autre analyse de sédiments marins, d'une carotte appelée sébinet, qui est intéressante. Les chercheurs ont comparé l'âge d'organismes qui vivaient au fond de l'eau, les benthiques, avec l'âge d'organismes qui vivaient en surface, les planctoniques, trouvés dans la même couche de sédiments. Et qu'est-ce que ça donne? Ils ont constaté que l'écart d'âge entre ces deux types d'organismes a augmenté juste avant le début du Dryas récent. Attendez. Si l'écart d'âge augmente, ça veut dire que l'information de surface portée par les organismes planctoniques mettait plus de temps à arriver au fond où vivaient les benthiques. C'est ça? Exactement. Ça suggère que le renouvellement des eaux profondes, la plongée des eaux de surface, était déjà en train de ralentir. La pompe océanique tournait moins vite. D'accord. Donc on a une preuve indirecte que la circulation a bien ralenti avant le refroidissement. C'est comme ça que c'est interprété, oui. Ce ralentissement de la circulation thermohaline dans l'Atlantique Nord est donc présenté comme une cause très probable de cet épisode froid du Dryas récent. C'est passionnant de voir comment on reconstitue ces événements passés. On a exploré d'un côté l'ingéniosité des plantes pour vivre et croître, cette machinerie biologique incroyable. Exactement. Et de l'autre, une enquête climatique, où l'on croise des indices variés, glace, sédiments, pollen, pour comprendre une dynamique passée de la planète. Exactement, comme des détectives du passé terrestre. Et au fond, l'étude de ces mécanismes, qu'il s'agisse de l'adaptation du vivant ou des changements climatiques parfois abrupts du passé, ça nous interroge, non? Comment ça? Ça nous rappelle à quel point les systèmes terrestres sont interconnectés, complexes et parfois sensibles à des basculements. On voit comment une modification de la circulation océanique peut avoir des impacts climatiques majeurs et rapides. Hmm. C'est une réflexion intéressante pour finir. Voir ces mécanismes fondamentaux à l'œuvre dans le passé. Ça éclaire peut-être différemment notre compréhension des interactions complexes qui régissent notre planète aujourd'hui. Et potentiellement demain. Voilà. Quelles leçons en tirer pour appréhender les dynamiques actuelles et futures de notre environnement dit? Ça laisse matière à réflexion.